deuxième plateau de La Poésie peut-elle dire la ville, avec une rédactrice freelance et poète, autrice aussi de chroniques poétiques et d'un polar poétique, Monique Malissard. Bonjour Monique. Bonjour Olivier. Plus, pour accompagner Monique, un amoureux absolu de la ville et un observateur à la philosophie contemplative, Laurent Lehmann. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Et François Desgardins. Bonjour François. Olivier. Est-ce la première fois que tu t'essaies à l'acte poétique ? Alors, j'ai toujours beaucoup écrit, mais il n'empêche que c'est ta proposition qui m'a permis de m'essayer à l'exercice de style, de faire de la poésie. François, je te propose de lire le premier extrait, de regarder le premier extrait que je vais vous lire. Construire la ville, c'est construire des halls. On s'y croise, on y passe, on s'y frôle. Construire la ville, c'est construire des halls. On y passe, on y tchatche, on s'y console. All inclusive, all in alone, all is perfect. François Desgardins. Construire la ville, c'est construire des halls. Que sous-entend cette phrase ? Alors, donc, moi je travaille chez un promoteur immobilier et souvent on est vu comme des techniciens de notre métier, on construit des coques, alors qu'en réalité ce qui compte le plus c'est le vivre ensemble. On choisit l'endroit où on habite pour ce qu'on va y faire dans la partie privative, mais en réalité on y passe tout autant de temps dans cette partie collective, et cette partie collective pour moi c'est le hall. C'est l'endroit où effectivement on se croise, c'est l'endroit où on va faire des rencontres, c'est l'endroit où on est pressé, où on est en retard à l'heure, et donc ce morceau qui est le bien qu'on ne va pas vendre, il est collectif, il est lié à la copropriété. En réalité, sans doute, c'est celui auquel on doit associer le plus d'énergie, le plus d'imagination pour que on construise la vie collective et pas uniquement la vie privative. D'accord. On y reviendra sur la vie collective et pas que la vie privative. Pourquoi cette nécessité de mettre all inclusive, all in alone, all is perfect ? Pourquoi cette nécessité d'avoir des mots anglais ? Ah, alors ça, c'est sans doute lié au fait que... Alors, je te l'ai pas dit, mais j'étais chanteur dans un groupe de rap quand j'étais jeune. Ah, et donc, décidément, parce qu'on avait un texte en rap sur le premier plateau. Voilà, donc je mélangeais, j'aime bien jouer avec les mots, et donc je trouvais que c'était dans ce hall, je cherchais de la rime autour du mot hall, et donc il y avait aussi cet anglicisme. Tu peux nous le faire en rap ? Non, je vais pas vous le faire en rap pour le coup, puisque c'est un poème, mais bon, j'aurais pu. Très bien. On va passer à un extrait suivant, celui de Laurent Lehmann. La poésie s'appelle signe au pluriel. Mais pas suivre mon regard et rien n'est droit et prévisible. Ici, des couleurs et des volumes désordonnés, des façades sans noblesse, des moellons, un peu de pierre de taille, de l'aluminium peint, recouverts de couleurs criardes. Soudain, une voluptueuse glycine s'est enroulée sur le long de la grille d'un minuscule square, coincé entre les petits immeubles de l'improbable avenue de Clichy. Laurent, mais pas suivre mon regard et rien n'est droit et prévisible. Rien n'est droit et prévisible, c'est quoi ? C'est un chaos poétique qui serait la marque de la ville ? Probablement. Concernant l'avenue de Clichy, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un peu le foutoir, si tu veux. C'est les bordures. On ne sait pas encore si on est dedans, si on est dehors, mais on va tout droit vers l'extérieur, c'est clair. Et du coup, on n'a pas pris le temps de tout finir, tu vois. Et on n'a pas été très regardant non plus sur une forme d'unité. Encore que l'unité, elle peut être un peu chiante aussi parfois, mais c'est ce qu'on ressent très nettement sur cette avenue qui est un passage de l'intérieur vers l'extérieur, et c'est le chaos permanent, et c'est encore le chaos, y compris sur la voirie, mais voilà, en cheminant, on arrive quand même à faire des belles découvertes. Alors, ça voudrait dire, pour revenir au cœur de vos métiers, messieurs, est-ce qu'il faut accepter ou est-ce qu'il faut intégrer l'imprévu à la racine de tout projet ? Ah, je pense que ça a du charme, mais je connais d'autres exemples où justement on fait tout pour éviter l'imprévu. Je trouve que ça a pas mal de charme aussi. Ça a pas mal de charme aussi, ok. François ? L'imprévu s'impose à nous de manière permanente. Donc en réalité, il faut faire avec, même si bien évidemment dans la conception initiale, on va essayer de le gérer. Néanmoins, c'est aussi ce qui permet d'avoir de belles surprises au fur et à mesure de la construction de la ville. Donc l'imprévu, ça se gère, bien sûr, ça ne peut pas se prévoir, mais on ne laisse pas une case vide dans le projet. Non.
Non. C'est assez rare. Alors encore plus à Paris où on a une densité urbaine particulièrement dense, forte, et où le moindre mètre carré doit être réfléchi. Mais sur des zones moins denses, on peut effectivement. Aujourd'hui, on est quand même dans cette logique d'associer un maximum les riverains à la réflexion globale, et on aime à penser qu'en fait, une bonne partie du projet doit pas être réfléchie dans la phase de concours, mais doit être réfléchie avec les citoyens au fur et à mesure de la manière dont on le délivre. Bon, si tu le veux bien, François, on va demander l'avis à Monique Malissard, qui, elle, est surtout une poétesse, une journaliste aussi. Monique, le chaos naturellement bordélique et à vivre, c'est souhaitable ? Je crois que si on essayait de gommer totalement l'imprévu, on arriverait à un univers assez concentrationnaire, planifié dans les moindres détails, et donc à une ville morte. Moi, j'ai envie de faire le parallèle avec les jardins naturels cher Agile Clément, qui conçoit et réalise ces jardins selon un schéma, mais qui après les laisse s'orienter en fonction de leur développement propre. Donc ça, quitte à s'éloigner de son schéma initial. Donc sa conception des jardins se nourrit du mouvement même du vivant. Alors est-ce que c'est transposable dans le domaine de la fabrique de la ville ? Question. Laurent, je reviens vers toi. Coincé entre les petits immeubles de l'improbable avenue de Clichy. Qu'est-ce qu'elle a d'improbable, cette avenue de Clichy ? Justement, c'est la juxtaposition de choses qui ont été relativement planifiées avec des choses qui, avec le temps, c'est des strates, c'est des couches qui s'accumulent, et au fond, on a même un peu perdu le sens de ce que c'était au départ. Je pense aux façades, je pense aux enseignes, je pense à la manière dont finalement on colle des calicots les uns sur les autres. Ça finit par épaissir même un peu la façade à certains endroits, c'est rigolo. Donc voilà, c'est ce petit désordre qui est assez surprenant à chaque fois. Puis, je te dis, il y a des moments où ce petit jardin, vous parliez de ce très beau jardin, où celui-là n'est pas improvisé, c'est un mini-square, il est bien propre, mais la glycine, elle est plus forte que le jardinier. Le désordonné est plus fort que le jardinier. Ah, dans le cas présent, oui. Ouais, très bien. On passe un extrait de la poésie de Monique Malissard, si vous voulez bien, d'un même pas. La foule enfle et déferle dans les couloirs, les escaliers. Visage, habits soudés, milliers de corps en accéléré avançant d'un même pas pour entrer chez soi. Milliers de corps en accéléré avançant d'un même pas. Monique, sommes-nous dans l'effroi ? Ou est-ce le constat de migration pendulaire entre le domicile et le lieu de travail ? Les deux. Les deux, parce qu'en fait, j'ai écrit ce poème après avoir essayé de remonter le courant d'une foule qui sortait le matin de la station de la Défense pour aller travailler. D'accord. Et j'ai eu le sentiment d'un rouleau compresseur qui allait m'écraser, qui ne s'écartait pas pour que je puisse passer. Donc, on a tous connu ça, je crois. Alors à cela s'ajoute à l'effet de foule, il y a l'effet d'individualisme propre à nos sociétés contemporaines, où quand le moi d'abord prime, c'est difficile de s'éloigner de sa trajectoire pour laisser place à l'autre, quoi. Voilà. Mais justement, on va passer le témoin de la foule à François. François, la foule, c'est un sujet de réflexion pour toi, surtout si les individus, et ça peut être complémentaire à ce que dit Monique, surtout si les individus ont une identité numérique. C'est clair. En fait, pour moi, on avance dans un monde où la métropolisation entasse les gens les uns par-dessus les autres, et bizarrement, on n'a jamais été aussi seul. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus concentrés les uns sur les autres, et en réalité, on vit de plus en plus tout seul. On vit de plus en plus enfermé chez soi, et on l'a vu, y compris dans la manière dont on gère les syndics de copropriété. On est dans l'interdiction constante. Plus on avance, plus on interdit. Donc on interdit d'utiliser la voirie, on interdit d'utiliser les parties communes, on interdit de tout utiliser. Et un jour, on se réveille en se disant, mais finalement, on vit seul et la vie est triste. Et donc, c'est vrai que pour moi,
la foule, quand elle est liée au pendulaire sur des grands espaces urbains de type la dalle de la Défense, a quelque chose de très anxiogène. Mais en même temps, c'est à nous de savoir réinventer finalement ces espaces de rencontre et de les réinventer. Et comment les réinventer alors ? Et de les réinventer pour qu'ils soient justement apaisés ou en tout cas contrôlés. Notamment l'identité numérique, et même si je sais que c'est un sujet de débat très fort, enfin, j'ai l'occasion de beaucoup discuter sur ce sujet et avec des politiques, avec des étudiants, en réalité, le jour où on contrôlera, et je fais attention à l'usage de ce mot de contrôle, l'identité des gens, on pourra en réalité plus facilement leur réouvrir des accès sur un certain nombre d'espaces. Et donc, la question pour moi, c'est est-ce qu'on abandonne un peu de notre liberté d'identité pour avoir plus de liberté de vivre ensemble. Si demain, je contrôle le qui fait quoi, alors en réalité, je redonne de la liberté et je réautorise les gens à y faire des choses. Bon, on reviendra sur le hall tout à l'heure, alors François. Très bien. Monique, je reviens vers vous. Ces visages abissoudés, milliers de corps en accéléré, avançant d'un même pas pour entrer chez soi. Et une fois qu'on est rentré chez soi, qu'est-ce qui se passe ? Le thermomètre du vivant est au plus bas. C'est-à-dire là, le thermomètre du vivant est au plus bas. Allez. Parce que comment sortons de cette épreuve biquotidienne de la migration domicile-travail après avoir supporté pendant des dizaines de minutes la promiscuité, la chaleur, les odeurs, la pollution? Est-ce qu'on courbe les chines et qu'on est prêt à subir toute autre forme de maltraitance institutionnalisée? Ou est-ce qu'on arrive à surmonter ça en apnée, ou est-ce qu'on y laisse une part de soi, ou est-ce qu'on arrive et comment à se désincarcérer de ces parcours à la chaîne? On est au cœur du sujet. Oui. La poésie, c'est l'art du questionnement. Oui. Je remercie tous les quatre d'avoir tenté de nous prouver ou d'oser dire la ville à travers la poésie.